Est-ce que si on te payait 6 000 € et des sacs Chanel, tu travaillerais 12 heures par jour pour une famille de super riches? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement et te redonner foi en l'humanité. Et aujourd'hui, on accueille Alizée Delpierre pour parler des domestiques qui existent toujours chez les super riches. Salut Alizée. Salut, bonjour. Alors je te présente en 10 secondes. Tu es sociologue, chercheuse et autrice du livre que j'ai adoré, Servir les riches, où tu racontes comment... tu as vraiment donné de ta personne. Pendant 5 ans, tu as interviewé 86 domestiques et 123 membres de grandes fortunes, donc grande bourgeoisie, aristocratie et nouveaux riches, pour comprendre leurs relations et cette exploitation dorée, comme tu l'appelles, des domestiques par les familles très riches. Donc, à quoi ressemble la vie d'un domestique et les caprices de riches? Pourquoi est-ce que les domestiques restent malgré les humiliations? Est-ce que c'est légal encore aujourd'hui d'avoir un domestique? Voilà, on va parler de tout ça. Concrètement, il existe en France quelques milliers de domestiques à temps plein, même si c'est très flou à estimer, qui dorment souvent chez leurs employeurs ou alors très près, quoi. Et ce sont une grande majorité des femmes, donc ça peut être des gouvernantes, des cuisinières, des babysitters qui s'occupent de coiffer tes enfants, de remplir le frigo, que la maison soit toujours nickel chrome au millimètre carré, quand ce ne sont pas des requêtes plus extravagantes. Et pour commencer, on va parler de plusieurs anecdotes pour que vous voyez jusqu'où les ordres peuvent aller. Tu t'es amusé avec Soraya, la gouvernante d'une famille de milliardaires américains à Monaco, à lister leurs désirs les plus extrêmes. Et ça fait un peu peur, même si c'est pas représentatif de la norme, mais pour vous donner une idée, je vous en donne 3. Se faire réveiller par une berceuse chantée par 2 domestiques au canon, ça c'était quand même très drôle. Mesurer l'espace entre les couverts au millimètre près avec une règle, ou toujours répondre quand on vous adresse la parole. Je vous remercie, très chère madame, de me faire l'honneur de m'adresser la parole, même face à un ordre. Est-ce que toi, tu aurais d'autres exemples de requêtes un peu extrêmes? Alors oui, les exemples de requêtes, elles peuvent être, ils sont très très nombreux en fait. Dans cette liste qu'on a dressée donc avec Soraya, qui était une gouvernante qui a eu beaucoup d'expérience en fait au service des grandes fortunes. Ouais. Il y avait aussi le fait de faire cuire un œuf et demi sur le plat pour son employeur. Donc j'ai eu beaucoup de Mais mal à pourquoi? comprendre comment est-ce qu'on pouvait faire cuire un œuf et demi sur le plat. Donc en fait, c'est toute une technique. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant comme Pendant 12 anecdote. secondes précises, je crois, un truc comme Oui, ça. voilà, exactement, pendant un temps très limité. Et donc maintenant, dès que chez moi, je me fais cuire un œuf sur le plat, j'ai en tête cette anecdote. Voilà, et il peut y en avoir d'autres. J'ai été en contact avec une employeuse qui exigeait que les passes à linge soient vertes, assorties à la pelouse, etc. Donc en À fait, la limite, pourquoi pas, mais surtout dans ce cas-là, elle le fait en engueulant sa domestique. Alors Voilà, que, enfin, exactement. Donc des anecdotes, oui, j'en ai plein. Après, c'est pas, voilà, le livre n'est pas, le but c'était oui, pas de faire juste une liste d'anecdotes comme ça voilà, c'était un livre quand même de sociologie avant tout. Et donc toutes ces petites anecdotes peuvent à nous sembler absurdes, aberrantes, relevées de cas psychiatriques, comme me le disent certains journalistes qui lisent le livre. ok. Mais en fait non, en fait c'est une manière aussi d'asseoir son pouvoir, quoi. Ouais. Donc là, effectivement, là, on va commencer par les anecdotes et par là les cas extrêmes, même si on va vite revenir sur des trucs plus entre guillemets classiques, en tout cas dans ce monde-là. Mais effectivement, derrière, au-delà de vous, pour savoir de quoi on parle et d'avoir un peu de matière, et puis c'est divertissant aussi, on va pas se cacher. C'est effectivement de mieux comprendre ces rapports de domination. Donc ça, c'était quelques cas extrêmes, mais au quotidien. C'est quand même des tâches domestiques beaucoup plus banales, mais avec un travail colossal. Mmh. Euh, D'ailleurs, je te disais juste avant, mais pour info, Blast a fait une super interview avec toi que je vous conseille. Donc, j'ai essayé d'utiliser d'autres anecdotes du livre ou bien avec un autre angle et d'autres questions parce qu'il y a plein de sujets du bouquin que vous n'avez pas eu le temps d'aborder. Mais bref, tu partages notamment l'emploi du temps de Mariana Mmh. qui travaille de 7h45 à minuit et encore. Et c'est non-stop. Enfin, lessive, préparer le petit déj, changer les draps, passer l'aspi, faire la poussière, cuisiner le déjeuner, mettre la table, débarrasser, asti, je sais pas comment on dit, époussiéter, je sais plus, chaque millimètre carré du tapis, etc., jusqu'à minuit. Tu racontes notamment avoir passé 24 heures avec elle la veille où son employeur recevait, je sais plus, 2 membres de sa famille qui habitaient à l'étranger. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui. Oui, en fait, Mariana, donc,
elle est domestique. En fait, c'est l'unique domestique, on va dire, qui sert la famille en question. Parce que Ok. j'ai aussi rencontré des personnes qui avaient plusieurs employés de maison à temps Ouais, plein. C'est ça dépend peut-être de ton niveau important. de richesse, quoi. C'est peut-être important à le dire pour voilà, enfin pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'on peut pas, on s'imagine pas forcément que des gens aient les moyens aujourd'hui d'avoir à son service 10 personnes à temps plein, etc. Mais en fait, si, c'est le cas pour Wow. beaucoup, enfin un certain nombre de millionnaires. Mais donc là, en l'occurrence, dans cette famille-là, qui est une famille qui vit en fait entre la France et l'étranger, dont l'époux est trader, et bien Mariana travaille seule, ce qui fait qu'elle a un travail assez colossal en effet à fournir. Enfin, les employeurs en l'occurrence ne vivent pas dans un petit appartement, c'est vraiment un très très grand appartement, et donc en fait il y a beaucoup de choses à nettoyer, à laver. Et ce que j'ai observé, c'est qu'en fait on n'a pas du tout des journées de je sais pas de 7 ou 8 heures de travail telles qu'on pourrait avoir dans un autre Ouais. métier, mais vraiment des journées qui sont quasi infinies, parce qu'en fait on peut toujours en fait laver plus son intérieur, faire plus de linge, faire plus de Ah oui. cuisine, décorer Mm. davantage, etc. Et ce qui fait qu'en fait, le travail de ces employés-là est presque infini, d'autant plus que les exigences de leurs employeurs sont Mm. très élevées, C'est clair. en fait. Oui, comme là, elles travaillent sur leur lieu où elles vivent, leur lieu de vie. Ah oui, Bah, du coup, il y a plus de frontières avec la vie perso et oui. bah, du coup, ouais, tous les abus sont possibles. Alors là, oui, ça en effet, c'est un autre parallèle qu'on peut faire avec le télétravail, sauf que le télétravail, c'est le salarié qui travaille chez soi, alors que là, c'est Oui, la plutôt le salariée, télébureau, quoi. voilà, c'est ça, c'est les salariés qui travaillent au domicile de leurs employeurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui change tout, selon moi, à la relation de travail, parce qu'à partir du moment où, en fait, on est dans un espace qui est l'espace intime aussi de ces employeurs, qui Mm. sont les coulisses, comme on dit en sociologie, du jeu social, qui est l'espace de reproduction de soi, l'espace où normalement on lève le masque et on peut, voilà, l'espace où on peut être nu, où en fait on laisse traîner ses factures, où tous les secrets en fait sont exposés en quelque sorte. Et bien Ouais. les domestiques ont accès en fait à cet espace-là, mais on est vraiment dans un mélange entre relations euh, quasi familiale. C'est pas que de l'hypocrisie, il y a vraiment des Mm. domestiques et des employeurs qui deviennent amis, ou qui même ont l'impression de faire partie de la même famille, sauf qu'en fait on reste quand même dans une relation salariale. D'où ces anecdotes que tu évoquais au début de l'interview de mise à distance Ouais. constante Mm. de cette relation qui très vite peut basculer vers une relation amicale, familiale. Et en fait, c'est un registre qui fait peur aussi parfois aux employeurs. Quand ils ont l'impression d'être trop proches de leurs domestiques, paf, ils les remettent à distance. Le jour où tu l'as aidé pendant 24 heures, du coup, vous avez dû aller chercher en urgence une couette, je crois, à plus de 2 000 € aux quatre coins de Paris. Ils ont beaucoup de... On va en parler après, mais pour marquer ta domination aussi, tu peux exiger des choses aberrantes en un temps comme ça, ou à 4 heures du mat, de vouloir Mmh. un verre d'eau dans la minute, quoi. Enfin, Exactement, et ça, c'est possible parce que la majorité des domestiques que j'ai rencontrés dorment chez leurs employeurs, mm, ou à proximité de chez leurs employeurs, dans un petit studio à côté, ou dans une petite dépendance dans la villa. Le fait même de cette proximité de jour comme de nuit rend possible le fait de solliciter ces domestiques de jour comme de nuit. ouais. Et donc, il y a énormément d'employeurs que j'ai rencontrés qui décident, voilà, à tout moment d'envoyer leur domestique faire une course à pas d'heure pour acheter un objet de très grande valeur, ou qui exigent à 4 heures du matin, voilà, un verre d'eau ou un whisky plutôt, ou d'apprêter un jet, enfin des choses comme ça. Et du coup, les domestiques doivent tout le temps être sur le pont, en fait. Ouais. Et ça, c'est très fatigant. Bah oui, t'as une pression. Voilà, Mm, mm. nous, on se plaint je sais pas, ton boss qui t'envoie des mails le soir et le week-end. Là, c'est le Ouais. niveau au-dessus, quoi. Donc, on a souligné du coup le côté vraiment physiquement, c'est éreintant. Mm, mm. Mais il y a aussi énormément de violence et d'humiliation. Par exemple, Mariana toujours te racontait qu'elle avait eu des patrons dégueulasses qui faisaient des grosses fêtes chez eux, pour pas dire des orgies, et qu'elle se sentait souillée de devoir nettoyer leur capote usagée le Mm, lendemain. mm. Et ce qui est presque le plus choquant, je trouvais, ça c'était un exemple, mais il y en a plein d'autres, c'est de faire comme si,
comme si s'était rien passé quand ils rentrent le lendemain et que ça sent la rose, quoi. Genre, Ouais, exactement. Et en plus, l'effet pervers du ménage, et ça concerne les employés qui font le ménage, mais même dans les bureaux, etc., c'est que c'est quelque chose, c'est une tâche qui se voit pas. C'est-à-dire que comme les employeurs ou les usagers de l'espace, qu'il soit un ouais. espace public ou une entreprise, etc., ont l'habitude de venir et que ça soit propre, et ben en fait, on ne voit pas. C'est un travail Mmh. invisible. Et là, ça allait d'autant plus choquant, en effet, quand l'espace est complètement souillé, comme ce fut le cas pour Mariana. Alors pas chez ses actuels employeurs qui sont eux plutôt très très respectueux et qui feront jamais ça, mais chez d'anciens employeurs où en fait c'était des gens qui faisaient des très très grosses soirées dans leur appartement, où circulait beaucoup de drogue, donc c'était vraiment sexe, drogue, j'allais dire et rock and roll, ça j'en sais rien, mais Et voilà. rallye. Et donc du coup, ça donnait lieu à en fait un appartement complètement dégradé, complètement souillé le lendemain, que devait nettoyer Mariana avant même que ses employeurs se réveillent. Et là, ce qui l'a vraiment choqué ce jour-là, le jour où elle me raconte ça, c'est qu'une fois, il y avait des préservatifs usagés en fait dans cet espace-là. Et en fait, là, ça lui a vraiment montré à quel point elle n'était Rien, quoi. rien. Elle Mmh. n'était qu'une bonne, c'est le cas de le dire, à laver même la chose la plus qu'on considère la plus taboue et la plus sale, qui est en fait ici le sperme en fait. Ça l'a vraiment choquée. Elle me disait ok, laver du vin par terre, du champagne sur les murs, bon, c'est voilà, mais laver en fait ça c'est pas possible. Et donc en Mmh. fait après ce moment-là elle est partie, elle a décidé de poser sa démission parce que c'était insupportable pour elle d'être renvoyée en fait à cette personne qui n'était là que pour laver les souillures de ses employeurs sans qu'il n'y ait par ailleurs d'excuses d'employeur. Alors pourquoi est-ce que tu parles, d'exploitation dorée? Alors, je parle d'exploitation dorée, qui est un oxymore. Comment est-ce qu'une exploitation peut être dorée? Ça Mmh. semble complètement impossible. Pour en fait souligner l'une des plus grandes ambivalences en fait que j'ai rencontrées dans ma recherche, c'est le fait que les domestiques auxquels j'avais affaire n'étaient pas des gens qui, comme les femmes de ménage, les aides à domicile, qui travaillent par ailleurs à temps partiel dans les services à la personne en France, étaient mal payés. En fait, ce sont des gens qui, pour beaucoup, sont très bien payés. Si on compare leur salaire au salaire médian français ou même, Mmh. voilà, donc c'est des gens qui C'était peuvent jusqu'à gagner 8 000 €, tu disais, je crois, entre 2 000 et 8 000, voire 10 000, voire 12 000 euros pour les majordomes les mieux payés. OK. Alors, le salaire est complètement indexé à ton poste dans la hiérarchie des domestiques, hein. Les employés de ménage gagnent plutôt autour de 2 000, 2 500 euros, alors que les nannies peuvent gagner 5 000 euros, les majordomes et les gouvernantes 8 000 euros hors Ouais. prime. Donc, ils ont de très bonnes conditions salariales. Ils ont aussi de très bonnes conditions quand même de logement, parce que ce sont des gens qui vivent et travaillent dans des hôtels particuliers, Et des tu nourri, logé. villas, Mmh. ils sont nourris, logés, blanchis. Voilà, ils peuvent avoir des cadeaux. Alors, des cadeaux qui, pareil, peuvent aller du petit sachet de biscuits rapporté de Normandie au sac Chanel, comme tu le disais en introduction de ton podcast. J'ai vu même des employeurs qui offraient des voitures à leurs majordomes, donc ça peut être des cadeaux qui valent très 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 cher. Et puis on a aussi les frais médicaux des domestiques qui sont souvent pris en charge par les employeurs, voire les Ouais. frais médicaux de leurs enfants quand les domestiques ont des enfants, ou de leurs conjoints ou de leurs parents âgés. Donc on a quand même des C'est rétributions complexe. Mmh. matérielles auxquelles se rajoutent des rétributions symboliques, parce qu'en fait ce que j'ai pu remarquer, c'est que énormément de domestiques sont contents et sont très attirés par le fait de servir des riches. Enfin, c'est des métiers qui attirent énormément de gens, parce que en fait c'est plus sympa de servir chez des riches que de servir chez toi. Alors je sais pas quelle est la taille de ton appartement, ou chez moi je vis dans 30 mètres carrés, c'est un tout petit Mmh. truc, je suis pas riche, je suis pas connue. Enfin voilà, donc en fait il y a toute cette question de la La personne, fascination, la fascination mais pour aussi servir. d'un désir d'ascension sociale, quoi. Et exactement. Et du coup, du fait de tu as tout à fait raison, de ces rétributions matérielles, il y a une possibilité d'ascension professionnelle en gravissant les échelons pardon, de la hiérarchie des domestiques qui n'existe pas.
dans les autres métiers des services à la personne et qui n'existe pas aussi dans d'autres secteurs professionnels auxquels peuvent avoir accès des personnes peu diplômées, racisées, et qui donc savent que par ailleurs dans le marché du travail ils ont peu de chance. En fait, ils se confrontent à un plafond de verre lié à leur genre, à leurs origines C'est souvent d'origine étrangère. ethniques. Voilà, exactement. Chez les riches, on peut être noir, on peut être d'origine arabe et gravir les échelons et avoir 5 000 € par mois, en fait. Ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres secteurs professionnels. Donc, du coup, ça suscite beaucoup d'espoir. Donc, ça, c'est la dorure. Et pourquoi on reste quand même dans l'exploitation? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que, eh bien, toutes ces rétributions n'étaient pas données pour rien. C'est-à-dire que derrière, eh bien, les employeurs donnent tout ça pour acheter le dévouement illimité, comme on en a parlé juste avant, de leurs employés. Les employés donnent tout leur temps aux employeurs. Et que finalement, on avait affaire à des personnes qui ne pouvaient même pas jouir de leur propre argent, de leur propre bénéfice. Et donc là, c'est une situation tout à fait paradoxale. Et quand on relit les travaux les plus classiques sur l'exploitation, je peux dire Marx et il y en a d'autres, mais Marx disait que finalement l'ouvrier, dans le cadre de l'usine, est exploité lorsque, en fait, il ne peut pas jouir des produits de son travail, de l'argent ou des produits qu'il fabrique à l'usine. Et bien là, en fait, c'est pareil. On a affaire à des domestiques qui, paradoxalement, sont riches, parce qu'en fait, quand on gagne 5 000 € par mois, on fait quand même partie des 10% les plus riches en France, mais qui, en fait, ne peuvent pas utiliser cet argent ou l'utilisent. Oui. L'envoi à leur famille qui aussi. vit à l'étranger, etc. Et donc le dilapide, enfin voilà. Ça prend pas en compte les conditions de travail, quoi, et le taux horaire aussi, où tu dis, OK, ils Voilà. sont riches dans l'absolu, mais... Ils sont riches en plus dans l'absolu, mais pour la plupart, en fait, quand on divise 5 000 € par mois par, en fait, 24 heures sur 24, parce que c'est ça, quand on travaille chez les très riches, c'est que potentiellement, on peut être mobilisable 24 heures sur 24, et ben au final, on gagne pas le SMIC. Donc on reste dans l'exploitation. Je trouve que tu restitues super bien cette ambivalence où oui, autant chez les domestiques, effectivement, il n'y a pas que du mépris, il y a aussi parfois un vrai attachement, une amitié, et voilà, mais qui peut s'interrompre à tout moment si le riche a plus besoin d'eux, ou je sais pas, peut-être peur qu'ils révèlent tes secrets. Du coup, il y a vraiment une relation de je t'aime, je te hais, un peu dans les deux sens. Les gens, en fait, ne veulent pas fuir à tout prix. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est que justement, on a tellement de rétributions que les domestiques veulent rester et en même temps, ils souffrent psychiquement, physiquement de ces conditions quand même de travail très dures. En même temps, ils sont quand même attachés émotionnellement à leurs employeurs. Ils les aiment parfois. La réciproque est vraie. Hein. Les employeurs ne sont pas que des méchants qui exploitent les gens. Ça, c'est complètement faux. Hein, j'ai rencontré énormément de très riches qui ont un souci de bien traiter leurs employés de maison, de partager avec eux des confidences, de parler, etc. Mais on est toujours en fait à la limite, en fait, dans cette frontière entre très bonnes conditions de travail et quand même exploitation. Et j'ai trouvé que c'était justement cette nuance des relations sociales qui était intéressante à traiter. En fait, en sociologie, ce qu'on essaye de montrer, c'est que la réalité n'est pas juste noire ou blanche, elle est beaucoup plus subtile que ça. Et les domestiques ne sont pas des gens complètement stupides ou complètement faibles qui sont esclavagisés par les employeurs. Non, s'ils restent chez eux, c'est qu'ils y trouvent des intérêts. Et en fait, on peut trouver des intérêts à l'exploitation quand cette exploitation est aussi compensée, entre guillemets, par beaucoup de choses. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est comment tu dis que les riches nous fascinent autant qu'on les déteste. Et ce que j'apprécie dans ton travail, c'est que tu prends pas parti, justement. C'est pas une enquête à charge contre les riches. Et tu fais vraiment l'effort de comprendre les deux côtés, et évidemment, notamment celui des patrons riches. J'ai peut-être utilisé l'expression de caprice de riche, mais en fait, tant qu'on réduit leur requête à ça, à des caprices, on peut pas comprendre les rapports de domination. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui, l'objectif, c'était pas, évidemment, c'est pas du tout d'être à charge contre les riches. Enfin, c'est pas mon métier, en tout cas. On peut par ailleurs, quand on est militant, être à charge contre, mais là, moi, c'est pas en tout cas, dans mon activité de sociologue. Et en fait, ce que j'avais envie, c'était de prendre au sérieux la parole de ceux qu'on appelle plus largement les dominants. Parce que dire que au quotidien, il y a du pour, du contre, il y a de l'exploitation, mais en même temps, il y a de la bienveillance, etc., ça ne remet pas en cause
le fait qu'on a quand même affaire à l'échelle plus large et plus globale de la société, à des rapports de domination entre des gens qui occupent une place en haut de l'échelle sociale, qui sont les multimillionnaires, et donc qui cumulent les capitaux culturels, économiques, symboliques, sociaux, et qui cumulent également les privilèges. Donc ça, c'est une réalité. Et le dire, ça ne veut pas dire qu'on critique ces dominants, mais c'est une réalité. Par ailleurs, on a affaire à des gens qui sont beaucoup plus bas dans la hiérarchie sociale et qui n'ont pas tous ces privilèges et qui sont au service de ces dominants. Et donc là, on est bien dans une relation salariale, dans une relation de service. Et en fait, notre relation salariale est une relation de toute façon asymétrique. C'est une relation qui est structurellement une relation de domination. Et il ne s'agit pas, en disant que les domestiques, finalement, ils trouvent leur compte et se libèrent des marges de pouvoir qui font qu'ils peuvent aussi négocier leurs conditions de travail, ils peuvent partir. Il ne s'agit pas de dire, bon, bah finalement, tant mieux que ça se passe comme ça. Et oui, il faut que la société ait des domestiques, etc. Donc voilà, on n'est pas non plus dans ce relativisme-là, mais par contre, là où il y aurait un point de vue sociologique plus critique à porter sur ces rapports-là, c'est du point de vue de la société, de la manière dont fonctionne la société dans son ensemble. Et il ne s'agit pas d'incriminer telle personne individuellement, en fait. Ouais. Je trouvais ça intéressant, effectivement, que la question de ce que nous, on peut voir comme un caprice, en fait, c'est aussi un moyen de mettre de la distance sociale et de rappeler, en fait, que c'est toi le dominant. Et c'est important de se mettre dans leur vision du monde aussi, parce qu'il y a une logique, même si nous, ils nous semblent déconnectés de la réalité. Oui. Alors oui, j'ai pas rebondi en effet sur le caprice. Alors oui, les domestiques disent que c'est des caprices, enfin voilà. Mais en fait, quand on, du coup, se place du point de vue dominant, l'intérêt, c'est d'essayer de comprendre à quel point la domesticité et se faire servir était important et relevé d'un besoin pour les grandes fortunes. Pourquoi ? Parce que quand on se place dans ces univers-là, c'est quand même des univers qui ont un train de vie absolument démentiel. On a affaire quand même à des gens, et je le rappelle, parce qu'on l'a pas dit, qui travaillent, qui hommes comme femmes, ont des très hautes fonctions. J'ai rencontré des PDG, des chefs d'entreprise, des traders, des marchands d'art, des grands médecins qui sont chefs de plusieurs cliniques privées, etc. Donc, c'est des gens qui travaillent et qui se consacrent énormément à leur travail. C'est aussi des gens qui souvent ont des enfants, ont une famille. C'est des gens qui ont une vie mondaine très riche, c'est-à-dire très riche au sens du terme, c'est-à-dire qui invitent énormément chez eux, qui sont beaucoup invités, qui font des grandes réceptions, des cérémonies, qui font partie de plusieurs cercles mondains comme le Jockey Club, le Rotary Club, l'Interallié, l'Automobile Club, et donc qui ont souvent des événements dans lesquels ils vont. C'est aussi des gens qui ont beaucoup de loisirs, qui ont envie de chasser, de faire du yoga, d'aller au golf. Et donc en fait, pour articuler tous ces temps de la vie, on n'a pas le choix que d'avoir des domestiques, entre guillemets. Si on n'a pas de domestique pour laver sa villa de 800 mètres carrés et pour emmener les enfants à l'école pour les habiller, on ne peut pas travailler autant, aller à des dîners 5 soirs par semaine quand par ailleurs on a des enfants chez soi. Et donc en fait, les domestiques sont une condition de la possibilité qu'ont ces familles-là de se reproduire en tant que classe dominante, de reproduire leur capital économique en travaillant, de reproduire leur capital social en ayant une vie sociale mondaine très riche. Et donc, en fait, quand on comprend leur mode de vie, sans domestique, ce mode de vie serait impossible. Et donc, sans domestique, les employeurs ne sont rien. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une forme aussi d'interdépendance au final. Et je me suis retrouvée pour les anecdotes face à des femmes notamment, puisque ce sont les femmes dans la domesticité qui s'occupent des domestiques, les recrutent, supervisent les domestiques. Et je me suis retrouvée face à des femmes qui parfois me confiaient leur angoisse d'être lâchées par leurs domestiques et qui en viennent parfois à rêver qu'elles se lèvent le matin et qu'il n'y a plus de domestiques chez elles. Et donc qu'elles doivent elles-mêmes prendre en charge toutes les tâches domestiques. Et donc, renoncer à leur travail, renoncer à leur cours de sport, etc., etc. Oui, pour reformuler, c'est pas juste ils aiment avoir une vie hyper sociale, riche, etc. C'est leur obsession de rester en haut de la hiérarchie sociale, c'est pour rester en haut et rester un dominant et être reconnu par les autres ultra riches. Tu as besoin de te montrer en permanence, d'avoir une équipe de domestiques. Voilà. Ce qui, encore une fois, n'excuse pas ça et ne veut pas dire que du coup, ce n'est pas un privilège. Certes, c'est un privilège, voilà. Mais
dans leur milieu, c'est quelque chose d'indispensable. Et c'est pour ça qu'ils en ont besoin. Et en fait, il y a pas mal de travaux, voilà, qui parlent de la capacité des riches à rester toujours plus riches, etc. Mais en fait, très rarement, on a insisté sur le fait que si ces riches restent riches, c'est parce qu'il y a des personnes, en fait, qui travaillent pour elles et qui prennent en charge les tâches qu'ils ne veulent pas prendre. Et à plus petite échelle, moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est, en parlant des riches, de parler aussi des autres classes sociales. Parce que il y a un enjeu aujourd'hui contemporain majeur qui est celui de pouvoir articuler justement tous ces temps de la vie. Parce que même quand on n'a pas une villa de 700 mètres carrés ou qu'on n'est pas PDG à la tête d'une des grandes entreprises du CAC 40, eh ben, les gens ont des difficultés de plus en plus. On court après le temps. Exactement. La solution qui est encouragée par l'État et par le secteur marchand, c'est les services à la personne. Avoir recours à des domestiques à temps partiel. Pour moi, en fait, les femmes de ménage, les aides à domicile, les nounous, c'est des domestiques. C'est des domestiques, mais à temps partiel. C'est une domesticité plus low cost qui est accessible aux classes moyennes. Moi, ça me dérange pas. La domesticité en soi, je trouve pas. Enfin, ça pourrait être plus valorisé, mais moi, j'ai pas de problème avec le fait soit d'être embauché, soit d'embaucher un homme ou une femme de ménage. C'est plus les conditions de travail et les violences et les humiliations qu'il y a autour qui. Ça me dérange, oui. Oui, en soi, on pourrait se dire, pourquoi pas? Le vrai problème qu'il y a derrière, c'est que quand on regarde les statistiques sur les services à la personne, les femmes de ménage, comme les aides à domicile ou les gardes d'enfants, ne parviennent pas à la fin du mois à avoir des salaires décents qui puissent les faire vivre décemment. Elles ont même du mal à être payées l'équivalent d'un SMIC mensuel. Pourquoi? Parce qu'aussi, tout le monde veut que sa femme de ménage ou que sa nounou intervienne chez soi à la même heure. Tout ça pour dire, moi, je suis pas forcément contre qu'il y ait une délégation des tâches domestiques, mais ainsi, il faudrait que ça soit fait de manière plus juste. T'écris, les super riches achètent le droit de dominer leurs domestiques. Et un cas extrême, c'est celui de Florent, que ses patrons ont travesti peu à peu. D'abord en portant les mêmes robes et blouses de travail que les autres domestiques femmes, puis une perruque de cheveux longs et même du maquillage et des soutifs. Avec le stade ultime de l'humiliation, mettre des couches, d'ailleurs c'est pas que lui je crois, pour se faire pipi dessus et gagner du temps. Sinon, dans son cas, c'était marqué dans son contrat qu'il perdait 400 € sur son salaire. Comment est-ce qu'on en arrive à consentir à toutes ces demandes en tant que domestique? Alors, c'est complexe, la fabrique du consentement dans la domesticité. On consent parce qu'on gagne de l'argent, on consent parce qu'on a des cadeaux, on consent parce que finalement, on aime ses employeurs, même s'ils font des actes de violence, etc. Donc la fabrique du consentement est très subtile. Et d'ailleurs, je réfère à tous les travaux, que ce soit sociologiques, voire psychologiques, qui sont faits sur le consentement. Dans le cas du harcèlement sexuel et du consentement sexuel, on se retrouve en fait dans des mécanismes aussi une forme d'emprise. Voilà, exactement, d'emprise, parce que à la fois il y a de la peur, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des intérêts à consentir, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, dans le cas de Florent, c'est vraiment un exemple un peu extrême. Voilà, tous les employeurs travestissent pas leurs employés, etc. Mais lui, pour le coup, c'était. Mais les couches, ça, c'est arrivé ailleurs, non? Voilà, et alors voilà, exactement. Alors j'ai rencontré certains employeurs et j'ai ouï dire que ça se faisait notamment dans certains beaux quartiers parisiens qui obligent leurs employés à porter des couches pour gagner du temps sur leur temps de travail afin de ne pas aller aux toilettes. Donc ça, évidemment, là pour le coup, on est dans le registre de l'exploitation et pas doré, l'exploitation. Et alors Florent a été l'une de ces personnes sujettes à ça. Donc là, on est dans l'ordre de l'humiliation, psychique, physique. Une violence physique, même, parce que c'est violent de devoir faire pipi dans sa couche, tel un petit enfant âgé de 1 an et demi qui ne sait pas, qui ne sait pas encore aller aux toilettes. Et cette infantilisation, on le retrouve aussi dans la manière dont les très riches prennent en charge leurs employés de maison, considèrent qu'ils doivent, par exemple, aussi contrôler ce qu'ils font, leur donner des conseils dans leurs dépenses. On a une forme de paternalisme qui existe chez des employeurs, notamment chez les employeurs issus de l'aristocratie, qui ont un peu l'impression que les domestiques, c'est un peu des enfants. Comme ce sont des personnes issues des classes populaires, ce sont forcément des personnes, à leurs yeux, pas très cultivées, qui ne savent pas bien utiliser leur argent, voilà, du classisme par excellence. Et le travestissement, alors là, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu par ailleurs. Mais des fois, ça peut être plus soft, avec juste on va changer ton prénom, quoi.
Exactement. Le Voilà. Alors franciser ou juste voilà, garder le nom de l'ancienne bonne voilà, avant. Enfin, voilà, exactement. Que ça soit waouh. travestissement ou changer le prénom du domestique, c'est une manière aussi d'objetiser le domestique et de le rendre, de faire qu'il n'est pas seulement un enfant, mais un Une objet. poupée. Voilà, un objet, une poupée qui finalement n'a pas d'identité propre, n'a pas de personne propre. Et d'ailleurs, il y a une tâche qui est très révélatrice de cette objetisation des domestiques, qui est OK. le être meuble. Une fois, un domestique me parle, il me dit: «Oh, je suis fatigué parce qu'hier soir, j'étais meuble». Alors je lui dis: «Mais c'est quoi être meuble?» Et être meuble, en fait, Mmh. ça consiste à se mettre dans un coin de la pièce lors d'un dîner mondain et à ne rien dire, à croiser les bras devant soi, à être comme invisible, mais à regarder quand même ce qu'il se passe dans la pièce pour pouvoir à tout moment servir un verre d'eau Ouais. à ses employeurs, etc. Et donc être meuble, c'est en fait se fondre dans le décor et être à l'instar d'un meuble invisible. Et Et c'est c'est ça l'image que sur la couverture de ton livre, j'imagine? ouais, ouais, Ah non, non, la elles sont couverture, assises, non, non, oui, non, non, elles OK, sont assises, j'inverse, ouais. elles sont pas meubles. OK, je retire. Mais voilà, c'est être meuble, c'est se fondre en fait avec Ouais, le le décor. décor. Et le travestissement, c'est aussi pour moi un révélateur de ce que beaucoup de patronnes m'ont confié, d'une sorte de peur d'avoir des relations de séduction avec leurs domestiques hommes. Et ça rejaillit souvent dans le discours des patronnes. En fait, elles se sentent un peu mal à l'aise à donner des ordres à des hommes domestiques. D'autant plus qu'on a affaire à des univers finalement très patriarcaux, Mmh. très traditionnels, où les hommes sont au-dessus des femmes bourgeoises, etc. Et donc en fait, ces femmes-là sont mal à l'aise à l'idée d'être une femme qui dirige d'autres hommes. Et donc, travestir un homme, ça, pour moi, C'est plus permet de facile. résoudre ce problème et Ouais. ce malaise, puisqu'en fait, on domine du coup d'autres femmes. Et donc, c'est beaucoup plus acceptable dans ce système Ouais. patriarcal qui est celui des grandes fortunes hétérosexuelles, marquées par des rapports de pouvoir entre hommes et femmes. C'est beaucoup plus acceptable de dominer d'autres femmes. Mmh. Et sans aller jusqu'au travestissement, le comportement le plus courant que j'ai pu observer, c'est de se convaincre quand on est patronne que son domestique est homosexuel. Et Quoi? ça, c'est quelque chose qui est très récurrent Alors ou que pas du tout? alors que pas du tout. Bon, enfin, ça peut arriver, mais enfin, c'est pas du tout, Oui, la oui, la oui, la c'est norme, quoi. fréquent, quoi. OK. Voilà, tous les majordomes et cetera sont pas homosexuels. Ah Et ouais. et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était une manière de se rassurer, comme quoi, voilà, dans ce cas-là, on peut pas avoir de relation de séduction et on peut être à l'aise par le fait de dominer des hommes en tant que femme, bourgeoise. Waouh, ça va loin, quoi. Tu racontes bien aussi encore une fois, la tension, l'ambivalence entre l'envie de partir à cause des violences, de beaucoup d'heures sup, on peut te faire sauter tes jours de congé, travailler le dimanche ou plein de choses. Et en même temps, bah, c'est bien payé. Puis surtout, à mon avis, tu n'as même pas le temps de penser à oser partir. Et que souvent, en fait, ils se disent bah oui, c'est vraiment pas idéal, mais c'est quoi l'alternative, quoi? T'écris, ne vaut-il pas mieux servir les riches qu'être ouvrière à l'usine, caissière de supermarché? Mmh, mmh Donc mh. c'est un gagnant-gagnant, mais un peu Mmh. amer, quoi. C'est quand même clairement les, les riches qui gagnent plus et il y a très peu de Oui. personnes qui quittent ce métier, non? Bah, alors, il y en a, hein, moi j'ai rencontré des personnes qui au bout quand même d'un certain nombre d'années s'en vont parce que c'est trop éprouvant, c'est trop, pénible physiquement. Voilà, ça dépend aussi des profils des domestiques parce qu'en fait, un majordome en fait qui est un peu diplômé, qui parle plusieurs langues, il aura plus de chances de se reconvertir dans d'autres milieux professionnels qu'une domestique issue d'immigration, qui a beaucoup moins de capital culturel, social et cetera. Donc on a des domestiques qui sont plus, voilà, «obligés» entre guillemets de rester au Ouais. service des très riches. Mais il y a aussi en effet la réalité qui est que, les très riches disent souvent: «Bah, nous, on est des bons patrons finalement, on est des pourvoyeurs de bons emplois, et cetera». Comme par ailleurs le disent les grands patrons dans d'autres univers. Et ils n'ont pas tout à fait tort, c'est vrai. Les emplois qu'ils donnent sont en quelque sorte de bons emplois. Alors, ce qu'ils oublient, c'est que c'est des emplois où on est quand même Il faut corvéable à merci. définir Et bon, c'est quoi. là, voilà, c'est là où le bas blesse quand même. Donc, c'est quand même pas totalement des bons emplois. Mais quand on les compare finalement à un travail à l'usine ou un travail dans le BTP très
à risque, où on n'est pas du tout payé, oui, c'est un bon C'est emploi. quel prix tu mets sur l'humiliation, quoi. Enfin, je suis pas forcément Oui, d'accord. oui, mais bon, Financièrement, oui. enfin, financièrement, oui, on est d'accord, hein, mais voilà, il y a aussi cette question de l'humiliation. Alors l'humiliation, après, elle n'est pas toujours il y a des domestiques qui se sentent pas humiliés au travail non plus, hein, qui travaillent énormément, mais qui se sentent pas humiliés. Donc il n'y a pas toujours de l'humiliation complètement totale, mais par contre, il y a un investissement au travail phénoménal qui fait que les Mmh. domestiques ont rien le temps de faire à côté. Donc ça, c'est voilà, ça c'est en effet un problème pour beaucoup Oui, le d'employés de prix de ta maison. vie privée, quoi. Exactement, c'est le prix de la vie privée et c'est le prix de l'enfermement et c'est là où il y a un problème mais ça reste quand même des bons emplois. Mais alors le problème, c'est pas de dire bon bah en fait du coup tant mieux qu'il y ait des très riches qui fournissent ces bons emplois. Pour moi, le problème il est pas là. Le problème il est au contraire en fait c'est un problème s'il y a pas d'autres bons emplois sur le marché du travail actuellement. Mmh. Le vrai problème, c'est qu'il y ait des personnes qui le vrai problème, c'est qu'on doit en fait servir les puissants et contribuer à entretenir les privilèges des puissants pour espérer avoir un pseudo bon travail. Et le vrai problème, c'est le délitement des autres emplois. Hein, Oui, et surtout, des voilà, discriminations racistes et sexistes à les l'embauche. discriminations raciales, et puis même, hein, on voit bien que depuis l'ère du capitalisme financier, donc autour des années 80-90, on a eu une dégradation en Mmh. puissance des conditions de travail, avec des nouvelles formes de salariat qui sont pas vraiment un salariat protecteur, avec la naissance des statuts d'auto-entrepreneurs qui sont pas du tout protecteurs, Coucou. etc. Ouais, non mais enfin voilà, tu dois en savoir quelque Bah, chose. oui, Enfin, les retraites, c'est voilà, une cata. c'est une cata, etc. Là, avec pour être dans une actualité, Oui. toute la question des retraites avec toujours plus de dégradation des acquis Mmh. sociaux. Et donc, du coup, eh bien, les personnes doivent trouver d'autres métiers. Et donc, les riches ont un argument fort face à cette dégradation du marché du travail, face à un racisme structurel dans le marché du travail, un plafond de verre sexué, etc. Bah, ils disent, bon, bah voilà, nous, on donne des emplois qui, en gros, résolvent tous ces problèmes. Mmh. Sauf que le problème, c'est que c'est pas des emplois viables à long terme, vu l'épuisement psychique. C'est eux qui délimitent justement les barrières à l'entrée Mmh. dans ce travail, qui peuvent licencier à tout moment. C'est ça, c'est un marché qui n'est pas régulé du tout Oui. par l'État. Et ça pose, selon moi, un vrai problème. Justement, sur le côté légal. Une autre anecdote, c'est que tu demandes à un patron combien d'heures ses domestiques, Lila et Yasmine, je crois, travaillent par jour. Et il sait pas trop, ni les tâches qu'elles font ou quand c'était leurs dernières vacances. Et en fait, tu te rends compte qu'elles bossent aussi la nuit pour s'occuper du père de sa femme, etc. Et du coup, est-ce qu'en général, c'est légal? Bah alors oui et non. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, recruter, embaucher des domestiques, c'est légal. Enfin, en fait, on peut, l'État justement a fait tout pour rendre ça légal, puisqu'on a une politique d'encouragement du recours au Mmh. service à la personne énorme. Et Si c'est déclaré. on peut les déclarer, mais alors il y a plusieurs problèmes. Il n'y a pas d'inspection du travail qui vient À au domicile. domicile. Donc en fait, il Ça, n'y a c'est pas abusé. d'inspection. Et donc en fait, on ne Mais peut c'est un pas espèce de inspecter. non-droit, quoi. Bah voilà, l'État, voilà, ne peut pas inspecter, ne peut pas savoir, ne peut pas, voilà, réguler ce travail, savoir si les conditions de logement sont bonnes, si les conditions, si la nourriture est bonne, si les domestiques sont bien nourris, si leurs linge s'ils sont bien logés, et cetera, et Ouais. cetera, s'ils ont du bon matériel de travail, si voilà, ça, il y a C'est pas ça qui fait d'inspection du travail. qu'il peut y avoir des dérapages, quoi. Et donc, c'est ça qui fait qu'il peut y avoir des dérapages. Et les autres dérapages, c'est qu'aussi, on a affaire à des employeurs qui savent très bien jouer avec le droit et qui donc peuvent déclarer juste une partie du travail et payer l'autre partie du travail au noir parce qu'en fait, Ouais. ils font un tas d'arrangements fiscaux. Hein. Les très riches savent très bien jouer de la fiscalité. Ils sont par ailleurs aidés par des conseillers en Ouais, on va fiscalité, faire un épisode etc. sur l'évasion fiscale. Je pense que c'est très lié, on parle quand même des mêmes gens. Hein, et donc, eh bien, quand ils embauchent des domestiques, ça leur arrive d'embaucher de déclarer qu'une partie du travail pour pouvoir bénéficier de certaines déductions fiscales, ce qui pose des problèmes ensuite pour les retraites des domestiques. Du coup, il y a aussi cette peur côté salarié si tu pars ou si tu essaies de négocier une augmentation de bah, toi aussi, tu es dans l'illégalité parce que tu acceptes que ton boulot il soit à moitié payé au black, Ouais. quoi. Et même juste en termes de réputation, comme c'est apparemment un Mm, énorme entre-soi, tout le monde se recommande les domestiques les uns des autres, mm, bah, ta mm. carrière peut être ruinée en 2 secondes, quoi. Si... Exactement, hein, les domestiques qui partent en général sciemment, qui claquent la porte de manière conflictuelle, parce que ça peut être aussi partir de manière non conflictuelle, Oui,
que voilà, on a, et bah, pour les domestiques dont le départ est conflictuel, ils doivent se T'es trouver un blacklisté, quoi, emploi j'imagine. ailleurs, en fait, ouais, dans un autre quartier, dans une autre ville, voilà. Merci Alizé pour ce travail de longue haleine. Je rappelle que ton livre Servir les riches est disponible en librairie. Et si cet épisode sur les inégalités et cette ambivalence t'a plu, tu vas évidemment adorer celui qu'on a fait sur les ultra riches avec ta collègue sociologue maintenant retraitée Monique Pinson-Charlot. Alors abonne-toi pour le retrouver facilement. Ciao Alizé, ciao tout le monde. Ciao, merci beaucoup Pierre.